Bonjour à tous et bienvenue pour ce Quick Talk. Quick Talk qui est notre rendez-vous quotidien du digital de 20 minutes à 13h30 tous les jours, organisé par Smile en cette période de confinement. Alors l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire un point de situation sur les PWA, qui est un sujet dont on parle beaucoup, pourquoi s'y intéresser, comment le déployer. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à utiliser l'onglet questions qui s'affiche normalement sur votre écran et je répondrai aux questions à la fin de la session. Voilà. Alors, je m'appelle Pierrick, je suis chez Smile consultant, spécialiste en e-commerce. Donc le rendez-vous d'aujourd'hui s'adresse pas simplement aux e-commerçants, mais il y a un moment où je vais plus parler de l'e-commerce puisque c'est le domaine dans lequel je suis le plus spécialiste. Je suis auteur de plusieurs articles sur le blog de Smile. S'il y a certains liens qui vous intéressent dans la présentation sur cette page ou ailleurs plus tard, vous avez la possibilité de retrouver le replay, de retrouver tous les contenus sur le replay de la session. Vous pouvez y accéder par le site de Smile, page d'accueil, en cliquant sur le lien sur les Quick Talk. Voilà. Alors pour commencer sur le sujet d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point marquant, c'est que l'année dernière, il y a eu 3 références importantes sur le marché français autour de PWA. Donc ça fait longtemps qu'il y a des références sur le marché étranger, mais là, à ma connaissance, c'est la première fois depuis l'année dernière qu'on a 3 grandes références sur le marché français à travers Etam, rue du commerce, que tout le monde connaît, ainsi Weekendesk, qui est un site de réservation de voyage en ligne avec beaucoup de trafic. 3 grosses références importantes qui sont passées sur du PWA et qui ont toutes les 3 fait état de performances assez importantes, de plus-value sur le passage au PWA, ce qui me permet d'introduire pourquoi il faut s'intéresser au sujet des progressives web apps. C'est que il y a un retour sur investissement d'une part, et d'autre part, il y a aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de plutôt récent, des solutions techniques qui permettent de passer sur des PWA pour un budget raisonnable. Et donc ça met en fait cette innovation à la portée de beaucoup de sociétés. Voilà. Ce qui est intéressant aussi sur cette page, c'est de voir que les gains qui sont communiqués par ces sociétés sont pas uniquement des gains sur mobile. Quand on parle par exemple de 20% de hausse sur le panier moyen sur rue du commerce ou sur Etam, c'est à la fois, ça c'est une moyenne globale, desktop plus mobile. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu après. Si je peux juste me permettre, Pierrick, je crois qu'on voit pas ton écran, on voit pas tes slides Pardon. en ligne. Ok, il faut que je fasse Dans afficher écran, sinon je peux le faire, j'ai le lien vers tes slides Ah si oui, il tu faut veux. que je... D'accord, en fait, il faut que je partage l'écran. Pardon. Tac. C'est bon là? Oui, très bien. On voit Smile. Ok. C'est bon. Très bien. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc voilà, ça c'était ma page de présentation. Les 3 références dont je parlais. Voilà, Etam, rue du commerce, Weekendesk, avec des hausses importantes sur les performances commerciales de chacun des sites. Voilà. Alors, pour parler des PWA, je voudrais faire d'abord un petit retour en arrière, expliquer que le monde du digital, globalement, a eu un bouleversement important ces dernières années. C'est l'apparition du mobile qui a beaucoup transformé le web. Vous pouvez voir sur ce graphique-là, c'est le trafic par périphérique en Europe. Une moyenne sur ces dernières années, vous pouvez voir que le trafic sur mobile, mobile plus tablette, a augmenté de 6 points chaque année et que c'est pas fini. C'est-à-dire que la transition, cette évolution, elle continue de se faire encore aujourd'hui. C'est une moyenne globale du marché, ça peut changer d'un site à l'autre, bien sûr. Et moi, je vois une raison à ça, c'est que le mobile, c'est la disponibilité du périphérique qui fait qu'on est toujours connecté, que le mobile est toujours allumé. Donc, c'est vraiment la facilité d'accès qui fait que je pense qu'il y a un gros trafic sur mobile. Mais il y a une conséquence aussi, il y a ce trafic-là, c'est que le trafic sur mobile
d'une façon générale, est beaucoup plus difficile à convertir. Là, vous avez une moyenne qui se base sur le marché global, mondial, qui se base sur un panel de sites e-commerce, plusieurs milliards de visites, et qui montre que la moyenne du marché, c'est que le taux de conversion sur mobile, il est en moyenne 2 fois plus faible que sur desktop. Là aussi, c'est une moyenne, ça peut varier d'un site à l'autre. On a, par exemple, un de nos clients chez Smile où c'est un taux de conversion 3 fois plus faible sur mobile. Ça, si vous voulez voir, vous, sur votre site, où vous en êtes là-dessus, vous pouvez voir ça, ces données-là dans Google Analytics pour vous comparer, par exemple, par rapport au marché. Donc, la conclusion de ça, c'est que le mobile est fort utilisé, mais pour de courtes visites. Et que ça veut dire que beaucoup de gens, quand il s'agit de passer commande, à un moment donné, eh bien, ils vont passer du mobile au desktop. Et là, fatalement, dans la transition, il doit y avoir des ventes qui se perdent. Donc là, à ce niveau-là, on a un levier potentiellement à optimiser. Alors, il y avait une première solution qui avait été apportée à ça, c'est les applications natives sur mobile, parce que les applications natives sur mobile permettent d'optimiser l'expérience et d'avoir un taux de conversion bien plus élevé. Malheureusement, l'inconvénient de ces applications, c'est qu'on a du mal à drainer un fort trafic dessus, et probablement que c'est un peu difficile de faire autrement parce qu'il y a toujours le frein de l'installation de l'application par rapport à un site web qui, lui, est référencé sur Google et directement utilisable. Donc là, avec les PWA, on a une autre approche qui n'est pas l'approche de l'application native, mais qui va être une approche différente. En fait, je dirais que globalement, le PWA, c'est l'idée que on va faire du web une plateforme d'application, avec l'idée que du coup, on va passer par un site, donc qui sera référencé sur Google, sur lequel il n'y a pas besoin d'installation sur le terminal. On peut l'installer si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire pour consulter, et dont l'expérience utilisateur va se rapprocher au maximum d'une expérience d'une app native. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu flou. Alors pour être plus précis, il y a Google qui a donné une définition précise de ce que ça devait être une progressive web app et une application, une expérience native. Donc là, c'est sur ce lien en fait qu'on peut aller consulter cette définition. Voilà. Alors si je les reprends, je les ai repris ici de façon un peu synthétique. Donc il y a 2 niveaux de compatibilité. Il y a la compatibilité de base qui est obligatoire, et puis des niveaux supérieurs. Donc de base, on a par exemple la rapidité. Le site doit être très rapide, compatible avec tous les terminaux, responsive, mode offline minimal dans la compatibilité de base. Ça veut dire que on n'est pas forcément obligé de faire un mode offline complet sur l'ensemble du site. Mode offline minimal, ça peut vouloir dire simplement une page avec un menu qui affiche qu'il faut se reconnecter. Ça peut être ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas une page d'erreur. Voilà, ça, du navigateur. Donc, après, avec des critères supplémentaires pour la compatibilité exemplaire. Ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est que les critères qui ont été définis par Google, c'est des critères sur l'expérience utilisateur, c'est pas des critères techniques, même si après, ça va se décliner en solutions techniques. Ensuite, quelque chose aussi que je voudrais souligner, c'est qu'une Progressive Web App, c'est pas quelque chose qu'il faut installer sur le terminal. On peut l'installer si on le veut, mais on n'est pas obligé de l'installer. On peut aussi l'utiliser dans son navigateur et bénéficier de la plupart des avantages de la Progressive Web App. Autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que dans les critères, il y a responsive. Responsive, ça veut dire que c'est pas limité au mobile. Quand on va par exemple travailler sur la rapidité du site, les gains qu'on va faire vont s'appliquer sur les terminaux mobiles, mais aussi sur les terminaux de desktop. Ce qui justifie qu'après on communique, qu'on mesure les gains de performance sur mobile, mais aussi sur l'ensemble du trafic desktop plus mobile. Voilà. Alors, tous ces critères de l'expérience utilisateur vont se décliner sous des critères techniques. Et alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a un outil de test qui est fourni par Google, qui est celui, je pense, qui fait autorité en la matière, qui est Google Lighthouse, qui est intégré à l'inspecteur Chrome. Donc, si vous avez Chrome, vous pouvez l'utiliser.
Vous trouverez sur le web des guides si si vous demandez comment faire, c'est très facile. On peut lancer un audit en quelques secondes. Un exemple que je peux vous donner, c'est le site de Maurice Lacroix, Timecode, mauricelacroix.com, .code, qui est un site qu'on a réalisé, qui a été réalisé par Smile, qui est une progressive web app. C'est pas un site e-commerce, hein, c'est un site d'événementiel qui propose aux internautes de faire une course physique à travers la ville entre différents checkpoints de façon à participer à un concours. En fait, ce site, si vous faites un audit par Google Lighthouse, eh bien, vous allez avoir une page comme celle qui est indiquée ici. Vous allez voir, on est assez fiers de pouvoir dire que ce site-là remplit tous les critères d'une PWA. Voilà. Maintenant que vous savez un petit peu mieux quelle est la définition, qu'est-ce que ça inclut, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien après entre ces critères techniques et puis les retours sur investissement qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que ça va apporter sur mon site? Qu'est-ce que je vais y gagner à travailler sur tous ces critères-là? Et bien là, je voudrais attirer votre attention sur vraiment 3 points qui me paraissent être les plus importants là-dessus. Le premier, c'est les meilleures performances. Quand on met en place une PWA, on va mettre en place une architecture technique qui va être différente. En général, la solution technique passe par une architecture headless. Et ça, ces architectures-là, elles sont pensées pour la performance. L'accès aux données n'est plus séquentiel, comme on peut avoir sur des CMS classiques. On va court-circuiter tout ça pour avoir des meilleures performances. Le système de cache aussi est différent. Et donc, tout ça est pensé pour la performance et pour que les pages se chargent plus rapidement. Et au-delà du chargement plus rapide, il y a aussi le chargement progressif. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur un lien, activer un filtre, c'est pas la page qui va se recharger en entier. La page ne saute pas. Le header, le menu sont conservés. C'est simplement les contenus de la page qui vont se remettre à jour. Donc du coup, on réduit aussi la sensation de rupture et ça contribue aussi à donner une perception meilleure des performances. Et travailler les performances, c'est optimiser la conversion, optimiser les performances commerciales. Là, il y a plein d'études qui montrent le lien entre les deux. Moi, je peux vous montrer par exemple cette étude-là, qui est une étude qu'on a fait chez nous, avec un de nos clients, et qui montre que plus les pages sont longues à charger, au plus le taux de transformation du site diminue. Là, bon, il y a plein d'études qui ont montré ça, qui ont montré ce lien-là sur tout type de site. Ça, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, on a une architecture technique qui va être plus ouverte. Architecture plus ouverte, comme on va partir sur une architecture headless, ça ouvre des possibilités nouvelles. Comme par exemple, vous allez pouvoir changer de back, d'outil en back-office, sans pour autant changer le front-office. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité qu'on va avoir, c'est on pourrait par exemple développer une application mobile qui va s'appuyer sur le back-office et l'API qu'on a mis en place pour la Progressive Web App, de façon à avoir un back-office et une API qui vont être communes à tous les frontaux clients. Voilà. Dans l'architecture plus ouverte, une autre possibilité aussi qui est ouverte, ça c'est une petite nouveauté, c'est le Google a ouvert le Play Store au PWA. Donc une fois qu'on a mis en place une PWA, on peut, si on le souhaite, je pense par exemple dans le cas où on n'a pas d'application native, on peut référencer son site comme une application installable depuis le Google Play Store. Donc c'est une source de trafic supplémentaire pour le site. Et on a par exemple Rue du Commerce qui a fait ce choix-là. Eux, ils avaient déjà une application native, mais ils ont décidé de la retirer et de mettre en place leur PWA sur le Google Play Store, de façon à avoir une base de code unique pour tous les frontaux, y compris leur application Android. Voilà, donc ça c'est pour l'architecture. Et dernier bénéfice, l'UX, donc l'ergonomie, l'expérience utilisateur qui va être plus flexible. Là aussi, comme on est sur une architecture headless, ça va ouvrir des nouvelles possibilités en termes d'UX. Par exemple, quand on est sur un site e-commerce, modifier le tunnel de commande, c'est souvent quelque chose qui est un peu complexe, un peu difficile. Là, avec une architecture headless, on va avoir plus de liberté au niveau du front, puisqu'on va s'appuyer sur une API, on va avoir plus de liberté sur la page et sur l'enchaînement des étapes sur cette partie-là. Ça aussi, ça va apporter des gains.
Voilà. Alors maintenant je voudrais parler un petit peu de technique pour expliquer un peu comment faire, comment le mettre en place. Alors là, pour développer une PWA, il y a plusieurs éléments dont on a besoin. Le premier, c'est d'avoir une API côté serveur. Donc là, en général, on utilise GraphQL qui permet de concentrer sur une seule requête HTTP plusieurs appels, plusieurs chargements d'objets, de façon à gagner en performance. Une deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est une application JavaScript côté client qui va être et là, alors il y a deux frameworks qui sont très populaires. Il y a React, il y a Vue.js, il y a Angular, les trois plus connus. Là, le bénéfice de l'un ou de l'autre, les avis sont partagés. Il y a des approches différentes. Chez Smile, en tout cas, il y a plusieurs avis là-dessus. Voilà. Après, on a besoin d'un mode offline. Alors ça, la solution, c'est de passer par des service workers. Et puis, on a besoin aussi d'une solution technique de server-side rendering. Alors ça, je vais faire un petit focus là-dessus. C'est parce qu'on a une problématique sur le SEO avec les PWA. C'est que comme les pages se chargent en utilisant du JavaScript, eh bien, il y a une problématique d'indexation. Normalement, le robot Google est censé pouvoir parcourir, exécuter le JavaScript et donc indexer correctement. Néanmoins, ce que dit Google, et là, c'est ce qui est indiqué ici, c'est que la bonne pratique recommandée dans l'idéal, c'est d'avoir un rendu côté serveur pour la première page du site, de façon à ce que les robots puissent recevoir le code de la page sous forme HTML classique, de façon à ne prendre aucun risque sur le référencement. Si toutefois on ne peut pas faire ça, on peut utiliser un outil de Google pour vérifier qu'on est bien indexé, mais dans l'idéal, et moi c'est ce que je conseillerais, c'est de mettre en place ce rendu côté serveur qu'on appelle server-side rendering. Par contre, bien sûr, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut pas il faut éviter d'avoir à développer deux frontaux différents. Un pour le rendu côté serveur et un pour le rendu côté client. Sinon, on duplique le code, on duplique la maintenance et ça serait vraiment la mauvaise solution. Donc là, pour ça, pour éviter ce genre de choses et avoir une solution unifiée, il y a trois solutions à ma connaissance, trois approches techniques, on va dire, différentes qui coexistent. La première, c'est de mettre en place un serveur Node.js et d'utiliser des bundles JavaScript comme Next.js pour React, par exemple. La deuxième, c'est d'utiliser un navigateur headless qui va qui va se charger d'exécuter le JavaScript et puis de rendre le contenu sous forme HTML. Puis il y a une troisième approche qui est de faire du pré-rendering. Ça, c'est aussi une approche qui existe avec des solutions. Il y a des solutions SaaS qui existent qui peuvent faire ce genre de choses. Voilà. Alors, je fais un petit focus sur les solutions e-commerce. Si on regarde plus sur le marché du e-commerce, il y a plusieurs solutions qui existent. Je pense que les plus connues, c'est Magento PWA Studio. Quand on a un site Magento, c'est la solution officielle de Magento. Maintenant, elle a quelques lacunes aussi. Il y a aussi d'autres solutions qui existent sur le marché, comme Front Commerce, qui est une solution française basée à Toulouse. Il y a Storefront, solution open source basée en Pologne. Scandi PWA aussi, qui est une solution propre à Magento, qui est éditée par une société en Lettonie. Ces quatre-là, c'est les plus connus, on va dire, sur le marché. Après, si vous voulez faire un choix entre ces différentes solutions, là, faut s'adresser à des spécialistes. Là-dessus, on peut vous conseiller. Chaque solution, elles ont une approche différente. Il y a des différences entre chacune. Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre contexte pour faire le bon choix. Voilà. Après, alors, je manque un petit peu de temps pour terminer, mais je vous invite à aller voir le témoignage ce que j'appelle un early adopter. C'est l'équipe qui a qui a mis en place un site PWA en 2017, donc c'est très tôt. Ils ont fait un témoignage assez intéressant sur Medium, donc vous pouvez le retrouver en cherchant sur Google. Vous cherchez l'équipe PWA et vous tomberez sur cet article de Medium qui est très intéressant. Ils ont fait des retours sur comment convaincre en interne, sur comment mettre en place le mode offline, sur le SEO, sur le déploiement. Voilà, j'aurais pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est intéressant. Ça fait partie des lectures intéressantes à lire. Et pour aller plus loin sur le sujet,
Sachez aussi que quand on s'intéresse au PWA, il est intéressant aussi de s'intéresser à d'autres fonctionnalités qui vont plus loin. Alors, c'est pas des choses qui sont strictement nécessaires pour être compatible PWA, mais quand on s'intéresse à se rapprocher d'une expérience mobile native, eh ben, on peut s'intéresser à des solutions comme celles qui sont indiquées là, qui sont aujourd'hui possibles par les technologies du web. Alors, certaines n'ont pas forcément une compatibilité encore très grande au niveau du marché, donc ça, il faut se renseigner. Là-dessus aussi, des experts peuvent vous renseigner sur sur le taux de compatibilité. Mais on peut faire des choses très intéressantes, comme par exemple l'identification au compte client par empreinte digitale, le paiement par empreinte digitale, l'utilisation des capteurs du smartphone, par exemple pour scanner, utiliser la caméra du smartphone pour scanner un code barre, par exemple, d'un produit, des choses comme ça. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Euh, Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce quick talk. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Eh bien, voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain quick talk.